Depuis ce belvédère, vous avez une très belle vue sur les ruines du château de Pourchérolles. Pour la cascade, en fonction du débit, il vous faudra descendre un peu plus. Devant vous, la juxtaposition de deux coulées de lave formées en orgue basaltique, les coulées des volcans du Chambon et de la Gravenne de Montpezat et leur incision par les cours d'eau de la Pourceille et de la Fontolière. La cascade mesure 32 mètres de hauteur et se jette dans la rivière Fontolière que nous suivons depuis notre point de départ. J'espère qu'aujourd'hui, elle jaillit pleinement et vous offre son plus beau spectacle. Les cours d'eau se rejoignent aujourd'hui au pied des ruines du château de Pourchérolles, mettant à nu les orgues basaltiques. Côté Fontolière apparaissent les prismes de la Gravenne, côté Pourceille, ceux du Chambon. Le territoire de Montpezat sous Bozon compte 5 volcans. Le Suc de Bozon, sommet culminant du village à 1471 mètres, la Gravenne, ancien cône strombolien de 806 mètres, et les mares de la Vestide du Pal, du lac Ferrand et du Chambon. La Vestide du Pal, datée de 50 000 ans, est l'un des plus beaux et des plus grands cratères de mares européens. Il forme une cuvette de 1700 mètres pour une profondeur de 150 mètres. Ces volcans font tous partie des jeunes volcans d'Ardèche. Devant vous, tout en haut des coulées, les ruines du château de Pourchérolles. Elles se dressent là, au bout de la coulée de lave, imprenable et inaccessible. Ce château, dont la construction débute en 1360, était considéré au XIXe siècle comme l'un des sites les plus extraordinaires du Vivarais, et 2 affiches du PLM l'ont pour sujet. Le château, doublé d'une solide forteresse, fait aussi partie d'une ceinture de lieux fortifiés qui devaient prévenir des incursions des bandes de routiers. À l'origine de la construction, le cardinal Pierre Flandin, qui est doué de qualités extraordinaires et qui l'ont mené de Montpezat aux plus hautes sphères du pouvoir spirituel et temporel au Moyen-Âge. Né entre 1310 et 1320, sans doute à Montpezat et non à Boré comme on le dit souvent, il fait preuve d'une intelligence supérieure. En 1364, il est déjà docteur en droit canonique et il sera toute sa vie l'un des plus grands juristes de son temps. Chanoine de la cathédrale de Viviers et référendaire du pape Urbain V, il perçoit des bénéfices dans la région de Tours et d'Angers. En 1365, il s'occupe des statuts de l'université de Montpellier et devient en 1370 secrétaire particulier du pape. En 1371, Grégoire XI le nomme cardinal et le charge de missions délicates en matière de doctrine. En 1375, nommé légat du pape dans les États pontificaux en Toscane, il jouit de pouvoirs considérables. Une petite anecdote raconte un conflit de famille chez les Flandins. Durant le schisme d'Orient, entre 1378 et 1394, les chrétiens avaient 2 papes, un en Avignon, l'autre à Rome. Les cardinaux et évêques devaient choisir leur camp. Pierre Flandin rend hommage au pape d'Avignon, Clément VII, pour ses terres et son château. Un jour, Pierre fit don des clés de son château à son neveu Jean pour qu'il se rende dans ses terres de Montpezat. Le neveu ne se méfia pas du tonton. Hélas, cet acte était un piège politique. Jean ne reconnaissait pas le pape d'Avignon. Son choix s'était porté sur le pape Boniface IX de Rome, mais en franchissant le seuil du château, il devenait de fait un disciple du pape d'Avignon. Furieux de ce piège, Jean fit construire un bâtiment devant, juste devant l'entrée du château de son oncle, et rendit hommage au pape de Rome. Apprenant qu'un jour son oncle allait se rendre à Montpezat, il lui donna les clés de son petit châtelet. Voyant le piège, Pierre refusa. Mais le neveu dit « Il vous sera impossible d'entrer chez vous sans passer par chez moi, alors vous devez accepter mes clés. » Ne voulant pas devenir un vassal du pape romain, Pierre refusa. La petite histoire affirme que Pierre ne revit jamais son château. Notre prochain point d'étape se trouve à 2 km d'ici. Reprenez votre voiture et rejoignez la route, tournez à droite. Soyez attentifs en traversant le pont, regardez sur la gauche vers le bas de très jolies terrasses en pierre de basalte. Juste après le pont, prenez la première à droite, vers Notre-Dame de Prévenchères. On se retrouve là-bas. À tout de suite.